Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale rentrée. Je vais vous parler de manga qui se rapportent au début des cours, mais pas dans le sens school life, etc., mais plutôt dans le sens culture, des mangas qui vont nous apporter quelque chose, notamment pour la rentrée, que vous rentriez au lycée ou que vous rentriez à la faculté. La culture c'est quelque chose de très important, on s'en rend compte de plus en plus que on nous demande de faire des lectures personnelles, de nous enrichir, d'avoir des informations, et notamment par exemple en philosophie en cours ou dans certaines études supérieures, on nous demande de connaître certains philosophes et leur courant de pensée, et c'est pour ça que je vais vous présenter une collection de mangas. C'est parti! La collection que je vais vous présenter est sortie en septembre 2019 aux éditions Kurokawa et il s'agit tout simplement des Kurosawa. C'est une collection qui permet de présenter les grands principes philosophiques de manière simple, accessible à tous puisque c'est par le biais du manga. Et il y avait également aux éditions Soleil une sorte de collection assez similaire, d'ailleurs certains titres se recoupent mais il me semble qu'elle avait été arrêtée et donc maintenant on les retrouve chez Kurokawa. La couverture d'un tome est blanche, on a donc le nom du philosophe qui va être abordé, le titre de l'œuvre de ce philosophe là, avec un extrait d'une planche du manga avec une bulle qui en général résume bien l'œuvre. Quand on ouvre le manga, on a une page en fait pour nous expliquer qui est en fait le philosophe en question. À la fin de chacun de ces tomes de cette collection, on peut retrouver une sorte de texte qui va expliquer pourquoi ils ont choisi de créer cette collection là. À savoir, chaque tome coûte 6,80 €. De toute façon, les liens sont tous en barre d'infos car Kurokawa me les avait envoyés pour que je fasse des reviews dessus. C'est la rentrée, c'est les cours, etc. Et je trouvais le format de ce manga assez ludique. J'ai toujours été adepte des 50-50, 50% de travail, 50% d'amusement, et j'ai besoin pour apprendre des choses que ça me passionne, et c'est pas tant le sujet qui doit être nécessairement passionnant, mais aussi la forme avec laquelle on va t'apprendre des choses. Par exemple, quand je regarde des documentaires Arte, ça peut être très intéressant, mais pour des enfants qui sont pas ultra fans de regarder des documentaires comme ça, des animés comme, je sais pas moi, La vie, il était une fois l'homme, et bah ça va beaucoup plus intéresser. Dire que je ne suis pas du tout spécialisée en philosophie, loin de là. Moi j'ai fait un bac S option SVT, donc très clairement la philosophie c'était pas la matière la plus importante. Le seul truc où je peux dire que je gère c'est l'épistémologie parce que c'est un thème de la philosophie qui est plutôt scientifique, mais en soi j'ai jamais été ultra bonne avec la philosophie et cette collection m'a juste réconciliée. En fait c'est compliqué, j'aime beaucoup la philosophie, étudier les philosophes, etc., savoir leurs pensées, comment ils ont abouti à certaines théories, etc. Mais par contre, quand il s'agissait de faire des dissertes, j'étais vraiment nulle. Mais voilà, juste lire comme ça, genre la culture, c'était super intéressant. Tellement intéressant d'ailleurs que je m'étais même acheté des magazines, 30 plus grands philosophes. Il est hyper épais. Je l'ai acheté, d'ailleurs il y a Nietzsche, Aristote, Montaigne, Pascal, Kant, Hegel. Ma mère m'avait offert Le Monde, c'est mon journal favori, Le Monde, avec le courrier international, et il était spécialement fait pour la philosophie. Là j'en ai 7. Quand il y aura d'autres tomes qui sortiront, je ferai évidemment un update, puisque franchement c'est une collection qui me passionne. Le premier est donc Ainsi parlait Zarathustra, je n'arrive jamais à le dire. Donc c'est un ouvrage de Nietzsche, un de mes philosophes favoris. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder ici, je vous mets en général un petit morceau de papier avec les idées principales du philosophe, comme ça vous fait réviser en même temps le fameux 50-50. Un jeune garçon qui est très fan de football, vous voyez en fait c'est un petit peu romancé
et donc ça nous permet de nous plonger en douceur mais en même temps sans perdre de temps dans l'histoire. Et un jour il a un accident et il a plus trop foi en rien, alors que son rêve à lui c'était vraiment de devenir le plus fort, le meilleur joueur de football, et donc forcément sa blessure le mine un petit peu, il se remet beaucoup en question, et là il va tomber un soir sur ce vieil homme que l'on voit sur la couverture, qui va en fait discuter avec lui et lui montrer que sa vie n'est pas finie, sa vie n'est pas terminée. C'est pas parce qu'il est blessé qu'il pourra plus rien faire de sa vie, ni même continuer sa passion, surtout qu'en plus on voit l'évolution de ce jeune homme quand il grandit. En fait on voit comment ce garçon qui a eu cet accident là, malgré son très jeune âge, va se reprendre en main, parce que justement ce vieil homme là lui explique les grandes lignes de la vie, lui explique la philosophie de Nietzsche, et on a un message qui nous est délivré qui est vraiment très poignant. Enfin de toute façon je vous l'ai dit, Nietzsche c'est un de mes philosophes favoris, donc forcément déjà quand j'ai ouvert le manga je savais que j'allais aimer. Ça nous montre comment on peut se surpasser, comment on peut aller au bout de sa volonté, comment on peut vivre et profiter de la vie malgré les coups durs que l'on peut avoir. Et là je le dis d'ores et déjà, mais c'est valable pour tous les autres tomes que je vais vous présenter, le découpage est assez dynamique, on ne s'ennuie pas du tout, il y a une morale, amour, luxe et capitalisme. Alors là je vous les ai classés non pas par date de parution et par ordre alphabétique, c'est beaucoup plus simple pour moi. Il va tout simplement parler de la raison du développement du capitalisme, et je trouve que c'est particulièrement bien pour ceux qui sont étudiants dans ce que nous on appelait l'ancien bac économique et social, ou même ceux qui font des études par exemple de droit, d'économie, ou ceux qui veulent tout simplement connaître un peu plus le monde dans lequel nous vivons, car vous le savez très bien, on a quand même un modèle capitaliste de comment notre argent va fructifier. Aussi on a tendance à le dépenser dans le luxe. Ensuite, Prosper Premier, des jeunes qui travaillent d'arrache-pied et qui au final ne gagnent qu'une misère. Il n'a qu'une miche de pain comme repas. Pour autant, un jour, il va avoir une idée, car il a entendu parler de nouveaux riches. Et donc, il va devenir marchand. D'ailleurs, comme son prénom l'indique, ça va très bien marcher pour lui puisqu'il va prospérer. Bon, j'avoue, c'est un peu nous. Et ça va nous permettre, à travers cette histoire, de nous expliquer comment le luxe et l'amour sont liés en fait à l'argent, le capitalisme, d'où le titre en fait de son œuvre. Les riches aiment avoir des objets de luxe et aiment les exhiber. D'ailleurs souvent on a le terme de bobo ou d'arriviste, de bling bling encore. Pour eux, c'est une façon comme une autre de montrer qu'ils sont riches, qu'ils ont réussi dans la vie, même si de base ils n'étaient pas dans la bonne caste, si je puis dire avec de grands guillemets. Par exemple, nous on a en Europe le culte de la minceur, mais on va dans certains pays qui à l'époque faisaient partie du tiers-monde, par exemple comme l'Inde, les personnes qui sont obèses, qui ont du surpoids, sont considérées comme des personnes qui ont réussi, puisque justement ils sont pas maigres à cause de la famine, mais ils sont bien portants parce qu'ils ont de l'argent, de quoi se payer à manger et un bon train de vie. Et il faut pas oublier que ça ne nous parle pas que d'argent et d'étalage de richesse, mais aussi d'amour, car dans son œuvre, elle nous expose son bar comment l'amour s'est défait des nœuds du mariage. À partir de la Révolution française, les mœurs sont assez libérées, c'est plus autant mal vu d'avoir des maîtresses, et les nobles, justement, de par leur argent, en profitent pour combler, et on le voit très bien dans ce manga, les femmes d'objets, de parures. Le prochain est Aphorisme sur la sagesse dans la vie, qui est un d'ailleurs de mes favoris. Il est inspiré de Arthur Schopenhauer. Alors Arthur Schopenhauer, malgré le titre, c'est quelqu'un d'assez dépressif que je n'aimais pas nécessairement dans le cours de philosophie que j'ai fait au lycée, mais le manga et son œuvre au final sont vraiment excellents. On suit l'histoire donc d'un vieux philosophe qui n'est autre que Schopenhauer. D'ailleurs, c'est rare que dans cette collection l'on voit la vie en particulier du philosophe en question, mais là on aura l'occasion de croiser Schopenhauer jeune et Schopenhauer vieux, qui va un jour tomber sur une jeune femme qui tentait de se suicider et qui va faire un petit bout de chemin avec elle. Cette jeune femme que l'on voit ici, d'ailleurs le détail de la couverture est absolument somptueux, enfin c'est magnifique, je suis désolée mais les mangaka qui se sont mis sur le coup pour cette collection, chapeau. Elle rêve d'être sculptrice, malheureusement elle vit
Elle vient d'une famille assez riche qui veut soit qu'elle se marie, soit qu'elle aille au couvent, et je crois même que son père voulait justement qu'elle aille au couvent. Et elle ne veut pas, elle veut réaliser son rêve, donc elle est en bisbille avec ses parents, elle s'est barrée, mais elle trouve pas d'argent, personne pour l'aider à se lancer dans son métier, et elle veut en finir avec la vie jusqu'à ce que justement elle tombe sur Schopenhauer qui va discuter avec elle et au final l'en dissuader. Si elle ne trouve pas maintenant le bonheur l'attend forcément quelque part, c'est obligé. Et évidemment, même si Schopenhauer, je trouve que c'est un philosophe dépressif, sa thèse principale, c'est le bonheur. Il va lui faire comprendre, et ça s'applique à tout le monde dans la vraie vie, que, en vérité, même si parfois il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, et bien seulement vous, et vous seul, pouvez vous motiver, pouvez prendre votre destin en main et faire ce que vous voulez de votre vie en vous donnant les moyens. Et ça, je trouve que c'est extrêmement motivant de lire des textes comme ça à la rentrée. Il y a 3 choses importantes dans la vie: ce que l'on est, ce que l'on peut avoir, la manière dont les autres vont se représenter un individu. Et d'ailleurs, ce dernier point, je trouve que ça se rapporte beaucoup à la philosophie de Sartre. Le plus important, c'est ce que l'on est au fond de soi. Il faut apprendre à se détacher du paraître, il faut apprendre à être heureux déjà pour soi-même, à ses yeux, et c'est tout ce qui compte. Voilà, le message est vraiment touchant, surtout qu'on suit Elisabeth qui du coup va appliquer les principes de Schopenhauer. Schopenhauer qui au départ était vraiment mis au banc de la société, hein. Personne ne l'aimait, personne ne lisait ses textes, et qui au final va connaître une certaine popularité. Dans la saga La J'étais une intello, je demande Crime et Châtiment. D'ailleurs, un de mes textes favoris, un de Dostoïevski, Friedrich Fionntor. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Fyodor Dostoïevski, pour le prix, la briquette que c'est, sans déconner, vous vous foutez pas de notre gueule en fait, c'est juste excellent. Je l'ai lu, et déjà quand on sait qu'en livre normal, en roman normal, voilà, c'est un de mes préférés, j'ai eu un gros coup de cœur. Je crois que, je vous citerai après mes favoris, mais je crois que lui c'était sans conteste mon préféré. J'étais fou là là là, j'avais des émotions, j'avais des frissons, j'avais la chair de poule. On va se plonger dans la vie de Raskolnikov. C'est un étudiant en droit qui va abandonner ses études. Au 19e siècle, il vit de manière très précaire. Il n'ose pas dire à sa mère et à sa sœur qu'il a des soucis d'argent, mais il va mettre des objets de valeur au clou. Donc pour ceux qui connaissent pas cette expression un petit peu familière, ça veut dire qu'il va voir une usurière et il lui vendre en fait des objets de famille pour avoir de l'argent. Cette usurière, elle est vraiment injuste dans le sens où, ok, elle fait son taf, mais elle prélève quand même beaucoup d'argent. C'est vraiment une avare, un petit rapace. Donc elle est cruelle, elle profite du malheur des autres. Un jour, il se dispute avec elle, elle meurt. Donc ok, elle était tellement méchante que sa mort pourrait en ravir plus d'un, mais en fait compte, même si au départ Raskolnikov va réussir à vivre avec ça, puis plus les jours passent, les gens ont des soupçons, etc. Et même lui, quand il se regarde dans la glace, il est plus en paix avec lui-même, et il se rend compte qu'il a tué quelqu'un. Entre penser vouloir la mort de quelqu'un et passer à l'acte, il y a quand même un fossé. Néanmoins, on voit quand même une dichotomie entre ses réactions et comment il se perçoit lui, puisque dans sa tête, il est persuadé d'être mieux que tout le monde. Alors le mec n'a plus d'études, le mec vit comme un miséreux, le mec a tué quelqu'un et a du mal à vivre avec ça, mais le mec continue à penser que c'est un surhomme, même si c'est des actes un petit peu répréhensibles tels que le meurtre, du moment que c'est bien pour l'humanité. Et ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est qu'on va mettre en avant sa culpabilité. Si dans un premier temps, il se la pète en mode je suis un surhomme, il a plein d'illusions, il pense qu'il a bien fait. On voit après dans une deuxième partie, et au fur et à mesure que l'enquête avance et que des personnes rentrent et sortent dans sa vie, que le poids de son crime va le rendre malade à tel point qu'il va se mettre à délirer, à avoir de la fièvre, etc. D'ailleurs, c'est de cette œuvre-là qu'est inspiré le fait de quand vous vous sentez coupable, vous vous lavez les mains comme si il y avait tout le temps du sang sur vos mains, alors qu'en vérité, il n'y a rien sur vos mains, mais psychologiquement, vous savez que vous êtes coupable, qu'il y a du sang sur vos mains, que vous avez quelque chose à vous reprocher. On dirait pas comme ça que je suis née en philo. Meilleure œuvre philosophique, meilleure œuvre dans les cours au savoir, j'étais conquise. Voilà, vous allez dire que je suis un petit peu à fond sur l'économie, et c'est pas faux,
Le Capital. Voilà, Le Capital, deuxième œuvre qui va vous parler un petit peu de fric, de business, d'argent, de pesetas, de pièces. On va suivre le personnage de Roy, qui va évoluer donc dans Le Capital, qui est une œuvre de Karl Marx. Pareil, Karl Marx, je trouve qu'il a un courant de pensée un petit peu communiste limite, donc du coup ça me correspond pas trop, mais quand lui il dit que l'État est un moyen d'oppression, que la religion, tout ce qui est pouvoir, c'est l'opium du peuple, voilà, il y a des choses dans sa pensée que je rejoins totalement. Donc on suit Roy qui est boulanger et qui vient d'une famille pauvre. De toute manière, en général, c'est souvent des personnes qui sont nées dans des familles un petit peu en manque d'argent, et je trouve ça intéressant parce que c'est là que des questions d'éthique, de moralité se posent, et c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Il est partagé entre son envie d'aider la société, d'aider les autres, mais également lui-même de se hisser, lui qui vit dans une famille pauvre, lui qui également subit la force de gens qui sont plus puissants que lui, qui possèdent plus de choses que lui, plus de terre, plus d'argent, etc. D'ailleurs, en l'occurrence, il va s'opposer à un homme qui s'appelle Gordon et qui possède les terres sur lesquelles il travaille. Pour sa veine, il va revoir un ami d'enfance qui s'appelle Oscar et qui va lui donner un bon tuyau, qui va lui permettre de créer une entreprise prospère qui va lui faire gagner un max de blé, max de pesetas, même tu sais. Ça va permettre, entre autres, d'éclipser totalement Gordon, ce fameux monstre qui leur prenait tout leur argent et qui faisait qu'ils étaient pauvres. Mais sauf que pour éradiquer un monstre, ça implique quand même d'en devenir un soi-même. Et oui, comme on dit, il n'y a pas de joie sans tristesse, le bien et la lumière ne peuvent pas exister s'il n'y avait pas le mal et les ténèbres pour les mettre en relief. Je pourrais être à mes heures perdues également. Ici, Karl Marx avec brio met en avant l'injustice du capitalisme. Donc, tout à l'heure, on avait vu que le capitalisme avait vraiment des effets positifs, notamment pour le bonheur, la richesse, qu'ici, on voit clairement le côté un petit peu négatif. Bref, clairement, si je pouvais résumer ce manga, je dirais esclavagisme moderne. Avant-dernier que je vais vous présenter, les frères Karamazov. Et là, regardez encore une fois, franchement, quel plaisir! L'épaisseur du tome, s'il vous plaît! Oh my god. Encore une fois, vulgarisation de Dostoïevski pour mon plus grand plaisir. Il y a plein d'œuvres de lui dans les cours au savoir et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ok, c'est librement inspiré, mais il y avait les grandes lignes. Compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves, c'est faire injure à ces derniers. Dostoïevski, je sais que tu peux pas m'entendre parce que tu es là-haut, mais tu es un génie. Et ma sœur, parce que oui, je fais l'éducation de ma sœur le plus tôt possible, c'est le mieux, comme ça on retient bien et on sait écrire après. C'était son préféré à elle, elle a adoré, elle m'a même avoué qu'elle a versé des larmes à la fin. Et en fait, tout simplement, ça nous parle de Fyodor Karamazov, qui est exubérant, qui est avide et qui a été assassiné. Pour meurtre, qu'il ait été justifié ou non, doit être puni. Sa famille va être plongée dans un gros combat, un combat non seulement de succession, mais aussi il va falloir savoir qui a tué ce chef en fait, qui est l'assassin. Et à travers cette histoire, Dostoïevski va nous livrer le point de sa philosophie. Qu'est-ce qui peut être admissible, qu'est-ce qui peut être pardonnable, tout en évidemment ayant un petit côté thriller parce qu'il faut trouver qui est l'assassin. Les dessins et les dialogues sont tout simplement exquis. Le drame spirituel et familial que Dostoïevski nous a dépeint était vraiment vibrant en fait. Vraiment littéralement, quand tu lisais, t'as l'impression de vivre en fait le truc et d'être vraiment acteur à part entière de l'histoire. On a plusieurs types de personnalités qui sont dépeints, notamment des rivalités entre frères, des rivalités pour l'amour de femmes, des femmes justement manipulatrices, des retournements de situation assez haletants, une ambiance familiale assez lourde, assez menaçante, assez oppressante. Et le tout dernier, c'est adapté de l'œuvre de Gustave Le Bon, à savoir Psychologie des foules. Moi qui suis très difficile en manga, non seulement l'adaptation en manga papier était excellente, mais en plus j'ai pleuré sous les guillotines de la Révolution française. Voilà, je suis très sensible à ce thème-là. Et on suit notamment Robespierre. Et Robespierre, qu'est-ce que je l'ai pas étudié, c'est vous dire. Et ça a toujours été une figure qui m'a intriguée, qui m'a intéressée, qui m'a passionnée. Et c'est vrai que j'avais jamais lu Gustave Le Bon, je l'ai dévoré. Donc là vraiment on va suivre la vie de Robespierre,
qui, vous le savez, il me semble que c'est un avocat ou un procureur ou un truc comme ça, bref, il a un sens de la justice assez fort, il est assez charismatique d'ailleurs, et c'est comme ça qu'il va convaincre les citoyens, pousser en fait à la révolte. Et le titre Psychologie des foules est totalement bien pensé. Tout ce qui est démagogie, ça m'a toujours intéressée. Et à la fin, il va avoir un retournement de situation. Franchement, ça s'appelle le revers de la médaille, l'arroseur arrosé, comme dirait mon frère, le kidnappeur kidnappé. Moi aussi, Louis XVI, ses enfants, ce qui va arriver à ses enfants, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Louis XVI avait des gosses et ces gosses-là ont été emprisonnés. Et là, on voit ce qui leur est arrivé. J'étais pas bien, j'étais en mode le petit non, sauvez-le s'il vous plaît. Comment vous pouvez faire ça, un enfant? Ok, vous avez fait votre révolution, mais pourquoi vous attaquez des mômes? Là, et vous donne mon petit top 7, donc Crime et Châtiment, Dostoïevski, Psychologie des foules, Gustave Le Bon, Dostoïevski, encore frère Karamazov, vous aurez compris que c'est mon bébé, Aphorisme de la sagesse de la vie, Schopenhauer. Le Capital, Karl Marx, très important, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, pour finir, Sombart, Amour, luxe et capitalisme. En résumé, c'était vraiment une très belle collection. Je pense que même en cours, on devrait les acheter dans les CDI et même la bibliothèque municipale devrait s'en prémunir, enseigner de cette manière en fait, notamment à la nouvelle génération, et d'intéressant, ce qui peut t'ouvrir l'esprit. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche et également à me suivre sur Instagram car j'ai réalisé plein de concours. Et sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.